Hello, bienvenue sur Sauce Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Mon objectif, de faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu, et je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Sauce Digital. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur les réseaux sociaux ou nous laisser 5 étoiles. Nous laisser 5 étoiles partout, puisque avant c'était que Apple Podcast, mais maintenant on peut aussi le faire sur Spotify. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté du métier de consultant en communication et des avantages d'avoir son propre média. Aujourd'hui, j'ai invité Jade pour parler de l'inbound marketing. L'inbound, c'est une stratégie que j'adore. On en a déjà parlé un peu dans l'épisode sur l'automation. C'est cette fameuse technique qui permet aux clients de venir directement à toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. Bonjour Jade, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Hello Charlotte, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis contente de pouvoir discuter avec toi sur l'inbound marketing. Alors mon parcours, j'ai une agence, un collectif de freelance en inbound marketing. Et j'accompagne du coup les PME sur de la création de contenu et sur de la mise en place de stratégies inbound. Et moi, je viens d'un BTS communication et j'ai évolué par la suite via une école de commerce. Où là j'ai découvert le marketing et j'ai fini avec un master en marketing digital du coup à la Défense, où là je me suis vraiment spécialisée sur le marketing digital. Alors, j'ai une petite question par rapport à ton parcours, puisque tu as mentionné la communication, et j'ai vraiment l'impression que communication et marketing, c'est deux disciplines qui fonctionnent un peu en vase clos, en tout cas en termes d'apprentissage, donc de comment est-ce qu'on nous apprend ces disciplines. Et du coup, est-ce que dans ton premier cursus en communication, on t'a parlé du marketing, et à l'inverse, dans ton master, est-ce qu'on a mentionné la com ? Alors, en communication, oui. Du coup, c'était déjà il y a bien presque 15 ans. Ça fait grave. Ça commence à remonter. On se fait vieille. C'est vrai que c'est quelque chose qui évolue tellement vite aussi, donc c'est pertinent de le dire, ouais. Oui, parce que ça a tellement évolué, ça évolue tellement la communication et le marketing que c'est sûr qu'il faut mettre le contexte. Donc du coup, c'était il y a longtemps et déjà j'avais presque pas de communication digitale. Donc même au-delà de parler du marketing, il manquait déjà cette part de communication digitale. Donc bien sûr on parlait des réseaux sociaux, mais c'était quand même très axé sur l'événementiel, sur le branding, etc. On a été formé sur des communications print. Donc c'était digital, c'était vraiment 10-15%. Mais n'empêche que ça m'a quand même beaucoup appris sur les bases même de la communication, sur les cibles, enfin tout ce qui est réponse à un besoin, etc. Donc on a quand même vu toutes les bases. Ça m'a donné un socle sur ça. Que tu utilises encore aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et par rapport au marketing, du coup, c'est plus venu déjà quand j'ai fait l'école de commerce, parce que là, du coup, il y a la dimension vente et le marketing est beaucoup plus relié à la vente. C'est vrai. Et après, bien sûr, ma dernière année de master était consacrée au marketing digital, donc c'est là que j'ai vraiment pu apprendre les différents types de marketing, comment construire une stratégie, les différents leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour construire une stratégie de marketing digital pertinente. Mais est-ce que à ce moment-là, tu as eu un enseignement sur les outils de com ou un petit rappel entre guillemets dans ton master? Ça s'est un peu brouillé, moi je dirais, parce que là même dans ce que je fais aujourd'hui, je fais quand même beaucoup de contenu de marque dans les stratégies inbound
Et du Oui. coup, bah il y a de la communication dedans. Donc j'ai l'impression que, enfin en tout cas dans comment je l'ai vécu sur ma dernière année de master et là dans mon Au quotidien, quotidien. communication et marketing se mélangent aujourd'hui. Oui, bah je pense que de toute façon, dans les faits, c'est l'idéal. L'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage, tu vois, moi, je suis pas du tout passée par un cursus de communication. J'ai uniquement pris le chemin école de commerce où en fait j'étais convaincue que j'allais apprendre à être une commerciale. Hein, voilà, c'est un peu dans le nom. Donc du coup, c'est vrai que j'ai découvert le marketing de cette façon et la communication était vue comme un ensemble de techniques pour le mettre en place. Donc, on est très vite passé dessus, tu vois. Et au final, c'est dans mes expériences professionnelles que j'ai compris à quel point c'était deux disciplines qui allaient ensemble. Et pourtant, quand j'ai échangé avec des communicants, j'avais pas du tout l'impression qu'on faisait des métiers qui pouvaient... c'est pas que ça n'avait aucun rapport, mais c'était vraiment différent, quoi. Non, mais c'est vrai que je te rejoins surtout dans... Moi, je l'ai senti, la bascule comme marketing, où moi, j'ai plus basculé dans le marketing. C'est que je voulais que, du coup, mes actions aient un impact sur l'entreprise. C'est ça. Et du coup, sur les ventes. Et que je voyais qu'en communication, ils étaient beaucoup sur ce qu'on appelle aujourd'hui des vanity metrics. Donc, de quelle taille est la communauté, combien il y a de likes, etc. Sur aussi l'emphase est sur l'engagement en fait. Ouais, c'est sur l'engagement et du coup j'ai l'impression qu'on va pas au bout. Enfin moi je me verrais pas dans une brique com. Enfin en tout cas aujourd'hui je pense qu'il y a de moins en moins, la com est de moins en moins isolée. Enfin sinon je pense que les entreprises qui font ça passent à côté de quelque chose. Il faut vraiment que ce soit lié au marketing et il faut que du coup ça ait un sens et que ça impacte autant les ventes et la croissance de l'entreprise, quoi. C'est ça. Et je pense que ce que tu dis par rapport à cette notion d'entreprise et de croissance, c'est clé en fait. Parce que c'est ce qu'on dit, c'est pas que la com est en train de mourir. Typiquement, tu vois, genre je pense à tous les médias en fait qui se créent et qui adoptent un angle intéressant et pour lesquels forcément le fait d'avoir de l'engagement et tout, c'est des métriques qui comptent puisque le but c'est de générer des conversations. Et du coup, dans ce cas, je peux comprendre que tu vois, on mette la com en avant. Mais ce qui est clé dans ce que tu as dit, c'est que on est quand même en train de parler de sujets qui touchent à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, et donc c'est forcément lié à la croissance. Du Exactement. coup, je poursuis mes questions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que CEO du collectif Empower ? Oui, du coup, comme je commençais à le dire juste avant, j'accompagne des PME dans la production de contenu, dans le but de générer des leads qualifiés, donc c'est-à-dire des prospects qui correspondent à leur persona, à leurs clients idéaux. Et aussi, j'aide les entreprises à mieux collaborer avec les sales, dans le sens à aligner en fait le service marketing et le service sales parce qu'ils ont des objectifs communs et via l'inbound marketing on permet justement de s'aligner, d'aller dans la même direction et du coup de s'appuyer sur les contenus produits pour que chaque équipe arrive à atteindre ses objectifs. Et au sein du collectif, je réunis plusieurs expertises sur tous les formats de contenu. Donc je peux intervenir autant sur de la vidéo, sur des articles de blog optimisés SEO, donc pour le référencement naturel, sur du podcast aussi, sur tout un tas de formes de contenu. Et dans le collectif, en fait, il y a des experts pour chaque type de contenu. Et pour chaque entreprise cliente, je vais constituer l'équipe qui ira le mieux par rapport aux objectifs de l'entreprise. Ok, très donc, clair. Empower, c'est aussi un collectif qui est partenaire HubSpot depuis cette année. Félicitations. Et du coup, merci. Tu sais à quel point j'aime HubSpot, hein.
Oui. On s'est rencontrés autour d'HubSpot. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, je suis très contente d'être partenaire HubSpot. Ça fait déjà presque 10 ans que j'utilise HubSpot. 7 ans, je crois. Et du coup, c'est un peu eux qui ont théorisé un peu l'inbound marketing. Oui. Et du coup, voilà. Du coup, j'accompagne les entreprises à mettre en place l'outil au sein de leurs équipes. Donc autant la partie marketing que CRM, où j'interviens avec un partenaire, ou d'optimiser leur utilisation, parce que souvent je vois que les entreprises ont HubSpot mais ne l'utilisent pas forcément à son plein potentiel. Ça date de quand, l'inbound? En France, franchement, c'est genre il y a moins de 15 ans, je pense que. D'accord. Ouais, ça doit faire moins de 15 ans en France, parce que ça arrivait un peu en décalage. Okay. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est la manière dont c'est appelé, dont ça a été conceptualisé via HubSpot notamment. Mais en soi, c'est des leviers qu'il y avait avant, qui étaient moins popularisés ou pas forcément packagés de la même manière. Mais on arrive quand même sur des techniques qui existaient quand même avant. C'est pas non plus totalement quelque chose de tout nouveau. Mais oui. C'est vrai que c'est quand même assez récent, surtout en France. Donc moi, comme les écoles sont en retard et qu'il y a un décalage, donc je l'ai pas vu à l'école. Je l'ai vu en entreprise dans mon premier CDI. Donc c'était dans une start-up tech, et le directeur marketing du coup avec qui je bossais, qui m'a recruté, voulait miser sur la stratégie inbound marketing et la développer pour la start-up. Et du coup, il avait déjà identifié HubSpot. Et du coup, on a mis HubSpot en place. Et j'ai été formée par les équipes d'onboarding US qui avaient tout un parcours en fait de formation, qui avait certaines formations en ligne, donc les débuts d'HubSpot Academy. Et puis il y avait tout un accompagnement aussi avec l'entreprise, donc ça c'était vraiment bien, parce que ils nous orientaient aussi sur la stratégie qu'on était en train de mettre en place et comment on pouvait l'orchestrer via le logiciel. Ouais. Je trouve que c'est un cas d'usage assez intéressant, puisque dès le départ, en fait, ils ont pris le pli de former les utilisateurs à la plateforme et de créer une communauté autour. Oui. Puisque HubSpot Academy, c'est quand même mythique. Ah ouais. Puis là, ça représente énormément de contenu. Moi, je sais que j'oriente souvent mes clients vers HubSpot Academy, parce qu'il y a autant des contenus théoriques que des contenus de formation sur l'outil en lui-même. C'est vrai. C'est vrai. Jessica nous a partagé sa définition de l'inbound marketing. Pour reprendre ses propos, l'inbound est une technique marketing qui consiste à attirer un prospect grâce à du contenu à forte valeur ajoutée. En gros, le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Quelque chose à rajouter ? C'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux. Je pourrais juste ajouter que en fait, si on veut suivre cette méthodologie, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut être focus client. Donc, il faut vraiment être orienté client, penser client. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lui, comment on va pouvoir l'aider, et aussi être ce qu'on appelle give first, c'est-à-dire de donner un maximum de valeur avant de recevoir. Et du coup, si on combine ces deux-là, le fait de développer beaucoup d'empathie pour le client et de vouloir donner avant de recevoir, je pense qu'on a vraiment les deux ingrédients secrets pour une bonne stratégie inbound marketing. Donc ça relève plus du mindset, mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut garder au sein de l'équipe marketing, mais aussi au sein de l'équipe sales. Mais justement, sur la thématique de donner avant de recevoir, on est en plein mois de décembre. On s'est un peu tous mis à partager un calendrier de l'Avent. En tout cas, moi, je
J'en vois pas mal. Et du coup, le tien, il est très très orienté outils au final, où tu donnes des astuces sur des outils pour améliorer tout simplement la gestion de la stratégie marketing au quotidien. Donc du coup, oui. Sur ce même thème, quel est ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien? Déjà en introduction, je voulais rappeler parce que c'est assez marrant pourquoi j'ai orienté mon calendrier sur des de l'avant sur les outils. J'ai fait du coup on commence à faire tous nos bilans, etc. Donc j'ai commencé à faire mon bilan chiffré et je me suis rendu compte que les outils représentaient 20% de mes dépenses, ce qui est quand même énorme. Ouais, ça m'étonne pas. Un marketeur n'est rien sans ses outils. Ah ouais, non, mais moi, je consomme beaucoup d'outils, je vais tester. Des fois, il y en a qui restent, j'utilise plus et qui restent et que je les ai pas arrêtés. Enfin, c'est un peu une cata. Mais du coup, j'ai testé beaucoup d'outils et je me suis dit, au lieu que ce soit de l'argent comme ça, gâché, autant en faire profiter la communauté et de faire ce calendrier et de partager les usages que j'ai de 24 outils. Donc si je devais en choisir 5, du coup sans grande surprise, HubSpot arrive en premier. Bien sûr, c'est un outil que j'utilise du coup depuis longtemps, que j'utilise encore aujourd'hui. Pour Empower et pour les clients, donc notamment avec la partie marketing, la partie CRM pour suivre les ventes, etc. Et puis il y a aussi j'ai aussi eu accès à la partie service client que je suis en train de découvrir et d'utiliser. Donc ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est que HubSpot, cette dernière année là, a beaucoup étoffé la partie gratuite de leur logiciel et du coup vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de workflow, c'est-à-dire une suite d'emails automatisés qui était présente que sur le premier forfait payant, et il y a une version simple qui est disponible sur la version gratuite, donc c'est vraiment intéressant. Ils ont même développé aussi une version gratuite de leur CMS, parce qu'on peut créer son site internet sur HubSpot. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil et d'aller explorer un peu la version gratuite d'HubSpot. En second outil, du coup, Asana. Asana, c'est un outil de gestion de projet. Et moi, sans Asana, je suis rien. Sans Asana, je suis perdue. c'est mon deuxième cerveau. Ça me permet du coup d'avoir toutes mes tâches, de savoir ce que je vais faire chaque jour, mais surtout de pouvoir collaborer avec mes collaborateurs en interne, mais aussi avec mes clients, avec le collectif, sur des projets clients type calendrier de contenu, calendrier social media, etc. Donc Asana est très important dans mon organisation. Ensuite, il y a Notion qui a déjà été cité dans des épisodes précédents. Je pense que Notion fait l'unanimité. D'ailleurs, moi, je l'utilise pour la documentation d'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, enfin cette semaine, dans l'espace de coworking dans lequel je suis, j'ai entendu dire que quand on voit que le client ou le partenaire utilise Notion, c'est de bon augure pour la collaboration. Et je suis assez d'accord avec ça. J'avoue. C'est clair. C'est clair parce que je pense que ça met déjà dans un type d'organisation qui nous en tant qu'utilisateurs de Notion va nous plaire. C'est ça. Du coup, je t'en prie. Donc pour moi, j'utilise pas tout dans Notion puisque j'utilise Asana et qu'il y a certaines fonctionnalités qui du coup se recoupent, mais j'utilise vraiment pour la documentation et c'est vraiment la bible de l'entreprise. On est du coup au 4e outil, c'est Loom. Loom permet du coup de faire des enregistrements vidéo en enregistrant son écran.
et j'utilise vraiment toutes les semaines parce que je fais des présentations rapides aux prospects ou aux clients. Et ça permet de me montrer en fait. Du coup, on peut se montrer dans une petite bulle et ça crée le lien, notamment avec les prospects en phase commerciale. C'est vraiment un truc qui change la donne parce que les gens ont l'impression déjà de te connaître. Et puis aux clients, quand j'explique comment on va fonctionner avec Asana, etc. Donc je monte mon écran et du coup je leur explique un peu comment on va collaborer ensemble. Et on fait aussi en interne de la documentation rapide. Au lieu d'écrire un process, du coup on va faire une vidéo Loom pour l'expliquer pendant qu'on est en train de le faire. Donc du coup gain de temps et puis plus simple pour la personne de regarder une petite vidéo que de lire un process, quoi. Du coup, c'est à la fois un outil de conversion et un outil que tu utilises avec tes clients au quotidien. Exactement. Mais en conversion, franchement, là j'en parle en ce moment autour de moi, c'est vraiment un truc à tester, hein, parce que j'ai eu un retour dernièrement où en fait j'ai couvert un événement en live tweet. Et il y avait un prospect lors de l'événement et du coup la personne est venue vers moi et fait Jade et tout et moi j'ai eu un petit temps pour la reconnaître parce que j'avais sa photo mais on s'était pas vu en vrai ni en visio, mais elle en fait elle m'avait reconnue tout de suite parce qu'elle avait vu la vidéo, quoi. C'est ça. En même temps, c'est ça d'être une star, hein. Voilà. Elle a fait mais sa tête partout. Et du coup, dernier outil. Et le petit dernier, c'est Toggle. Du coup, c'est pour traquer mon temps, celui de l'équipe, donc pas pour fliquer, hein, mais pour optimiser vraiment notre organisation, mieux répartir notre temps, mieux évaluer aussi le temps qu'on passe sur les missions clients pour voir si c'est super rentable. Important. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois on n'est pas forcément rentable sur certaines missions qui nous prennent beaucoup de temps, donc et on s'en rend pas compte en fait. Si on le mesure pas, on est dans le flow du truc, on s'en rend pas forcément compte. Donc Toggle, franchement, c'est super ça. Et pour suivre son temps. C'est hyper important ce que tu dis, puisque du coup, si on a des indicateurs de performance pour savoir le temps qu'on passe sur certaines tâches et que c'est essentiel pour rectifier le tir, c'est la même chose pour les actions marketing qu'on met en place. Sans indicateur de performance clé, on peut pas savoir si ce qu'on fait est optimisé, rentable, correct, fonctionne. Donc, petit rappel d'avoir moi je pense qu'on n'a jamais assez d'indicateurs de performance en fait. Je pense que c'est pas quelque chose dans lequel on risque de se noyer, puisque du coup c'est assez évident quand un KPI ne sert à rien ou n'apporte pas plus d'informations que ça. Et du coup, je pense que au risque d'y passer du temps, il vaut mieux être extensif sur les indicateurs de performance qu'on choisit de mettre en place plutôt que d'en avoir deux, quoi. Non, carrément, je te suis. Super. Du coup, on passe au cas pratique. Donc, comme d'hab, moi, je sais rien. Je vois ce que c'est l'inbound vite fait. Je sais que ça veut dire que je vais arrêter de prospecter et que les gens vont arriver par magie, en fait. Ils vont me contacter de partout. Mais c'est tout. Tada. Du coup, comment est-ce que je peux commencer à mettre l'inbound marketing en place dans mon entreprise? Alors du coup, c'est vrai que l'inbound marketing, ça peut paraître une grosse machine, un peu impressionnante à mettre en place parce que on imagine beaucoup de contenu, des workflows, donc des séquences d'emails automatisées qu'on doit rédiger, etc. Trouver tous les chemins possibles pour aiguiller tel contact, parce que l'inbound marketing permet aussi de segmenter, parce qu'on a dit qu'on envoyait le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Donc ça peut tout de suite faire un peu usine à gaz. Mais ce que je dis à mes clients, surtout aux TPE,
et aux entrepreneurs solo, c'est que en fait on peut tout à fait mettre en place de l'inbound marketing à tout niveau. Et pour ça, en fait, il faut commencer par une campagne d'inbound marketing. Donc, faut le voir à l'échelle de la campagne. Ça nous permet aussi de tester et de voir ce qui fonctionne pas, pour après dupliquer ce format-là. Et du coup, à l'échelle de la campagne, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est mettre en place un lead magnet. Donc, un lead magnet, ça va être un livre blanc ou un webinar, par exemple. C'est une ressource qui est accessible via un formulaire. De ce lead magnet, on va créer un article de blog pour en faire la promotion. Donc du coup, on va extraire un sujet, on va pouvoir détailler ce sujet, apporter de l'information, être pédagogue par rapport à ce sujet qui est lié à notre expertise. Et puis dedans, on va glisser, pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le livre blanc ou assister à notre prochain webinaire. Et là, on va mettre le lien vers la landing page, donc qui est la page qui contient le formulaire, pour que la personne puisse s'inscrire. Et puis, on va aussi créer des posts réseaux sociaux qui vont mener à la fois vers l'article de blog, ou directement vers la landing page du livre blanc ou du webinar. Et dernière étape, on va créer la séquence email post-téléchargement ou post-événement, qu'on va définir bien en amont avec l'objectif en fait qu'on s'est fixé par rapport à cette campagne. Donc est-ce que cette campagne, on veut qu'elle nous génère X rendez-vous de tel persona ou X lead qualifié à mettre dans telle séquence de prospection. Donc ça, c'est à définir en amont. Et on va avoir le premier email qui va être la ressource qui va être envoyée ou la confirmation d'inscription à l'événement. Et puis après, on va pouvoir soit aller donner des ressources complémentaires, soit apporter directement de l'info dans les emails, et à la fin d'amener vers notre objectif ultime qui est un lien de prise de rendez-vous ou du coup une adhésion à une autre ressource qui va nous emmener vers une autre séquence. On en revient encore aux objectifs. C'est vraiment le point commun à toutes les initiatives marketing. Quel est le lien entre automatisation et inbound marketing ? En fait, on parle quand on reprend la définition qui a été dite par Jessica, délivrer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Si on veut faire ça correctement, il faut utiliser l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va pas, vous imaginez bien que les personnes vont aller télécharger la ressource à l'heure qui lui convient. Ça va pas être, tout le monde ne va pas le faire en même temps. Et la personne s'attend à recevoir son livre blanc ou à recevoir la confirmation de son inscription au webinar quasi en instantané. Et du coup, au moment du téléchargement, au moment où la personne va remplir le formulaire, il faut qu'elle puisse recevoir son livre blanc immédiatement. Et pour cela, on va mettre en place une automatisation qui fait que à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, il va recevoir la ressource instantanément. Et ça, on pourrait pas le faire manuellement, ou ce serait en tout cas très fastidieux. C'est marrant que tu aies donné cet exemple, puisque j'ai récemment mis en place une automatisation toute simple par rapport à un lead magnet. Donc sur mon Instagram pro, j'ai lancé un calendrier de l'Avent, et quand les personnes m'envoient en DM le terme e-book 25, ils et elles reçoivent le lien vers une liste d'attente pour recevoir les 25 conseils pour tout péter en 2023 le 1er janvier. Donc du coup, c'est des conseils qui sont autour de tendances du content marketing. Et donc en fait, c'est vrai que sans avoir mis en place cette automatisation, il faudrait que j'utilise le fameux lien en bio. Donc je trouve que c'est pas très fluide en fait. Et aussi derrière, du coup, une fois que ces personnes s'inscrivent à la liste d'attente, elles vont recevoir automatiquement l'e-book le 1er janvier. Donc l'automatisation, pour moi, dans le partage et même la performance des lead magnets, c'est clé en fait. Carrément, et ça participe à l'expérience que tu offres à tes clients.
C'est ça. Et du coup, c'est ça aussi qui va être mémorable par rapport à d'autres personnes où l'expérience serait moins fluide. Je pense que c'est un élément de différenciation aussi. Clairement. Quels sont les autres points clés des solutions que tu proposes? Alors, au-delà de l'inbound marketing, qui est un terme que peu de mes prospects ou de mes clients utilisent, ou en tout cas ils le Qu'est-ce comprennent. Qu'ils utilisent ils vont plus être sur du marketing de contenu, que sur de l'inbound. Même si quand on détaille ce qu'est l'inbound, ils voient tout à fait ce que c'est. Mais c'est pas forcément le terme qui est utilisé, et c'est d'ailleurs une réflexion que moi j'ai par rapport à comment je me présente et ce que je mets sur mes réseaux et sur mon site, parce que j'utilise beaucoup inbound, parce que le mot dit tout ce que je fais. Donc il est super approprié. Mais après, est-ce que c'est le vocabulaire de ma cible? Est-ce que s'il comprend bien ce que je fais? Peut-être pas. Bon, après, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est en anglais? Je sais pas trop. Après, en marketing, je me dis, il y a quand même beaucoup de termes anglais, tu vois. Donc, vu que je m'adresse quand même à tu sais que les Français sont réfractaires. Ouais, j'avoue. Super réfractaires. C'est vrai, quoi. Peut-être. Il y a des gens qui s'offusquent du mot email, en fait. Tu le dirais comment en français? C'est comme ce que j'ai dit à Julien dans l'épisode 4, marketing qui vient à toi. Ah ouais, c'est moche un peu, non? C'est super moche. C'est super moche. Et en plus, ça ne veut rien dire du tout. Puisque, en fait, marketing qui vient à toi, ça n'explique pas du tout l'inbound. Non. Mais c'est comme, mais en fait, je pense que c'est trouver un autre terme, tu vois. Comme l'outbound, au final, c'est la prospection. Il va falloir qu'on invente un mot. Voilà. Donc, les propositions sont ouvertes, hein. Si quelqu'un a une idée. On attend vos suggestions. C'est ça. Mais du coup, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que j'aide des entreprises à devenir leurs propres médias et à ne pas dépendre notamment des plateformes réseaux sociaux et l'algorithme qui change tout le temps et qui embête tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme de contenu qui va venir aider le client idéal de l'entreprise, positionner l'entreprise en expert sur son domaine, et du coup favoriser la conversion via d'autres techniques qui vont s'ajouter au-delà du contenu. Mais je m'axe plus sur ce côté média qui pour moi est super important ces derniers temps, devenir son propre média. Je pense que c'est pas mal et que ça parle plus en fait. Du coup, prochaine question. Sur le profil de tes clients, ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger? Alors, mes clients, ils sont plutôt en France, mais j'ai un projet en ce moment avec la région Guadeloupe et Interreg Caraïbes, qui est une antenne européenne. Du coup, donc j'ai une petite collaboration en ce moment avec la Guadeloupe et je suis très contente de pouvoir participer à ce projet. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen? Justement par rapport à cette dernière expérience, ce que je suis en train de vivre en ce moment, oui. Je le vois. Alors c'est vrai que j'avais déjà vu une différence quand j'ai travaillé début 2021. Oui. J'ai travaillé 3 semaines en Guadeloupe, donc moitié vacances, moitié travail. Et c'est vrai que rien qu'au niveau de trouver où travailler, etc. J'étais du coup dans un coworking. J'ai pu côtoyer un peu des personnes du marketing, mais j'avais cette impression que c'était très minoritaire. Et que c'était pas forcément qu'il y avait un décalage quand même avec moi, ce que je vivais à Paris, et comment c'était développé en Guadeloupe. Donc là je l'ai ressenti par rapport à ça quand j'ai travaillé là-bas. D'accord. Et puis là au niveau du projet pour la région Guadeloupe, très clairement il y a un décalage dans le sens où je te disais en off la petite anecdote où
où du coup dans le devis, sur la partie communication, la seule ligne qu'il y avait de renseigner avant qu'on entre dans le projet avec ma partenaire, c'était reprographie 500 €. Ah oui, reprographie. Budget communication. Ouais. Waouh. Donc c'est sûr que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, je crois qu'on est loin du marketing digital. Grave. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais on arrive. Ça évolue. Ça évolue aussi avec ce que tu proposes aussi, tu vois. Les entrepreneurs sur l'île et sur les Antilles en général, qui proposent justement ce contenu pour apporter plus de pédagogie, pour essayer de démystifier un peu tout ce côté marketing digital, etc. Je pense que ça peut faire que faire avancer les choses. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est commun au final à toutes les personnes qui évoluent autour de cette discipline. Il y a toujours le côté où au bout d'un moment il faut éduquer le client en fait. Il faut éduquer le client sur sa discipline, sur sa valeur. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des discussions avec des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ne souhaitent pas le faire, qui souhaitent travailler avec des personnes et des entreprises qui comprennent leurs valeurs d'emblée. Ce que je peux comprendre aussi. Parce que dans les faits, en termes de charge mentale, en termes de juste de communication avec le client, parfois ça peut être un peu laborieux. Ouais. Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de l'inbound marketing ? Déjà, la première chose que j'ai essayé de démystifier avec l'exemple que tu m'as demandé pour le lancement, comment se lancer dans l'inbound marketing, c'est qu'il faut pas se dire que c'est pas à la portée de toutes les entreprises. Ça, c'est vraiment faux. On peut démarrer avec une campagne d'inbound marketing et une automatisation simple, même via Sendinblue par exemple, sans être dans un logiciel comme HubSpot, ou des logiciels d'email marketing proposent aussi ce type d'automatisation. D'accord. Donc il faut commencer simple en comprenant vraiment les bases en fait de l'inbound, qui est de proposer du coup un contenu contre formulaire, et déjà ça va vous permettre d'évaluer en fait, d'appréhender ce type de marketing et de voir les résultats. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a pu dire, les auditeurs se rendront compte que ce type de marketing est très utilisé finalement dans les entreprises, et même s'ils mettaient pas le terme d'inbound marketing dessus, c'est quand même des choses que voilà, on est chacun d'entre nous amené à télécharger un e-book, à s'inscrire à un webinar, et ça nous est déjà tous arrivé, je pense. Donc voilà. Et le deuxième point, c'est que l'inbound n'est pas que l'affaire du marketing, et ça c'est très important de comprendre. Ouais, vraiment, parce que il faut que les sales, mais aussi la direction, le support client, soient impliqués pour créer quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être en lien avec le développement stratégique de l'entreprise. C'est ça. Et qui aura de la valeur à toutes les étapes du parcours de conversion client. Exactement. Du coup, à contrario, qu'est-ce qu'une stratégie d'inbound marketing performante ? Alors déjà, tout simplement, c'est une stratégie qui génère des leads, parce que le fondement même de l'inbound marketing, c'est de générer des leads, donc c'est des opportunités commerciales. Mais après, pas n'importe quel lead, des leads qualifiés. Donc il faut bien être en phase avec son persona pour aller chercher du coup les bons prospects. Et pour aller chercher les bons prospects, il faut aussi être au clair sur le parcours d'achat, et c'est ce que tu viens d'aborder juste avant. C'est toutes les étapes en fait qui mènent jusqu'à la vente, pour pouvoir activer des leviers, du contenu à chacune de ces étapes, et que le prospect soit accompagné tout au long de son parcours.
D'accord. Le fait que tu aies mentionné le persona, ça me fait me poser la question de c'est quoi la différence entre un persona et un client idéal? Alors c'est vrai qu'on a eu cette discussion en off sur le persona et le client idéal. Donc le persona c'est la représentation, une représentation semi-fictive de son client, et du coup on va y déterminer via un questionnaire, un entretien avec ses clients, etc. des caractéristiques communes qui vont être des problématiques, des enjeux et des besoins que le persona va exprimer. Oui. Mais aussi ça peut être des caractéristiques socio-démographiques sur la personne en elle-même. Est-ce que c'est plutôt une femme, un homme, le poste aussi, le type de société dans laquelle elle évolue. Donc c'est toutes ces infos-là qui vont être ultra précieuses pour créer le bon contenu au final, pour aller parler aux bonnes personnes, créer le bon contenu, être sur les bons formats aussi, être sur les bons canaux. Et la partie client idéal, alors moi c'est vrai que je la différenciais pas tant que ça, mais j'avoue que ce que tu me proposais la dernière fois me parlait bien, donc si tu veux le partager à tes auditeurs. Oui, c'est vrai que c'est mieux si vous avez toute l'histoire. Donc en fait, je disais que pour moi le persona c'est vraiment, comme disait Jade, une représentation semi-fictive basée sur des critères psychodémographiques, donc qui correspond en fait au type de personnes qui composent la cible que l'on a. Et à contrario, en fait, le client idéal, il se rapproche plus de quel est le type de personne avec lequel on travaille au quotidien. Donc, dans le sens où comment se passe la collaboration. Donc, il me semble que je t'avais donné un exemple où je disais que dans mes prestations de stratégie autour du content marketing, il y a plusieurs types de personas, dont du coup le ou la chargée de marketing en start-up un peu solo qui a plein de missions. Et du coup, en termes de persona, c'est une personne à qui j'ai attribué un âge, un prénom, des activités, une localisation. Mais du coup, dans la conception de la version cliente idéale, ça va beaucoup plus loin. Ça va, en fait, par exemple, ma cliente idéale, c'est quelqu'un qui a fait des études en communication ou en marketing ou a eu une formation dans l'une de ces disciplines, parce que j'ai remarqué, du coup, en étudiant mes clients et ce que je veux vendre, donc comment est-ce que je veux vendre mes services, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'échanger avec mon client sur l'impact de mes actions. Donc du coup, j'ai l'impression que le client idéal a une vocation un petit peu plus opérationnelle. Et pour être honnête, Jade, je sais plus si c'est ce que je t'avais dit. Si, c'est exactement ça. Ok, super. Tu es cohérente avec toi-même. C'est très bien. Ok, super. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait une partie. Mais donc voilà. Donc en fait, ce que je dirais, c'est que tout comme le marketing et la communication, le persona et le client idéal sont complémentaires. Le persona est la base sur laquelle on va construire sa communication, ses contenus, son ton, son branding. Et le client idéal, c'est dans les faits, c'est la rencontre entre ce qui se passe dans les faits et la vision que vous avez de votre business et de la façon dont vous allez vendre vos produits ou services. Très clair. Merci. Bon, on va passer à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de mettre en place une stratégie d'inbound marketing dans son entreprise de A à Z? Alors du coup, moi, je vais parler pour moi, parce que ça peut être très différent selon la structure de l'agence, de l'entreprise.
Oui. Moi, ça peut aller du coup de la mise en place d'une campagne inbound marketing, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure, de 5 000 € jusqu'à un accompagnement complet sur le long terme à 40 000 € sur l'année. D'accord. Qu'est-ce qui est inclus du coup dans la campagne à 5K? Dans la campagne à 5K, du coup, on va avoir donc toute la partie concept et stratégie de la campagne. Donc dans le concept et la stratégie, je compte bien sûr la prise en compte du persona, du parcours d'achat, de l'objectif qu'on veut viser. Donc tout ça, on définit ça ensemble. Oui. Et puis sur le concept, c'est un peu l'idée originale de la campagne. C'est la partie la plus créative que j'adore personnellement. Où on va définir un peu l'idée créa, quel lead magnet on va proposer, sur quel sujet, sous quel format, etc. Et après, il y a derrière toute la production de contenu, donc sur le lead magnet, mais aussi sur un article, des posts réseaux sociaux et le contenu des emails post-téléchargement. Et ça inclut aussi le paramétrage de tout ça, donc la mise en musique de toute la campagne sur un logiciel de marketing automation. Très clair. Storytime, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience en inbound marketing? Alors j'ai choisi la pire expérience. Alors pour mettre le contexte, j'accompagnais une start-up qui souhaitait mettre en place une campagne inbound marketing. En fait, ils avaient jamais fait d'inbound marketing, donc ils ont commencé, comme je vous l'ai conseillé, par une campagne d'inbound marketing. Ils voulaient utiliser leur logiciel qui est Zoho. Il faut savoir que j'utilise pas tout le temps HubSpot avec mes clients, je m'adapte. Je peux utiliser par exemple ActiveCampaign. Bon là en l'occurrence, c'était la première fois que j'utilisais Zoho Marketing. Donc eux, ils avaient toute la suite parce que c'est une suite de logiciels où il y a un CRM. Du coup, c'est un logiciel ou c'est un SaaS? C'est un SaaS. Ok, ça marche. C'est un SaaS, ouais. C'est disponible en ligne. Oui. Et du coup, il y a plusieurs briques dans ce SaaS, un peu à la HubSpot, hein. C'est-à-dire qu'il y a la partie CRM, la partie marketing, etc. Donc il y a plein de choses compris dans un petit prix, très petit prix. Ouais, donc très attractif aussi. Voilà, très attractif, mais du coup à l'utilisation, trop de bugs, difficile à prendre en main. Alors c'est la même suite logicielle, mais c'est difficile de connecter le CRM à la partie marketing par exemple. Donc rien qu'au sein même de l'écosystème de l'outil, il y a déjà des difficultés de compatibilité, donc on n'imagine même pas avec d'autres outils extérieurs. Du coup cette mission était assez pénible. Pour mon équipe et moi, parce que on s'est quand même retrouvé à envoyer à la mano des e-books, quoi. Oh non. Ah ouais, non mais ça c'est mais c'est le pire scénario. Non, ça c'est horrible. Donc voilà, et puis en plus le client n'était pas disponible. Donc là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. En plus de galérer avec les outils, le client n'est pas disponible pour valider les contenus, etc. Et c'est vrai que ça, je le dis vraiment tout début de la collaboration. C'est en fait nous de notre côté, on a la méthodologie pour accompagner n'importe quel client de n'importe quelle activité, mais en fait c'est le client qui est garant de son expertise et on s'appuie sur son expertise pour le contenu. Et du coup, ça implique un échange régulier avec quelqu'un du côté du client. Et ça, c'est hyper important pour la réussite de la mission. Donc voilà, il y avait ce truc d'outils hasardeux et aussi le client qui était pas très dispo, quoi. D'accord. Pourquoi tu as choisi de nous raconter cette anecdote? Mais déjà, c'était pour sauver tes auditeurs de l'enfer de Zoho. Ne soyez pas attirés par le prix. Fuyez. Ce n'est pas un bon logiciel. Ouais. Non. Et puis je trouve que c'était important c'est vrai que l'inbound marketing repose quand même on l'a vu, hein, sur du marketing automation, donc sur des outils. Du coup, là où souvent on dit oui, les outils ne font pas tout,
là, dans le contexte de l'inbound marketing, il faut quand même avoir un minimum d'outils modernes et avoir un bon CRM et un bon outil de marketing automation et des outils qui s'intègrent aussi avec d'autres outils extérieurs pour nous faciliter un peu la tâche et permettre une automatisation assez fluide et aussi un gain de temps. Un gain de temps autant chez le client que chez le prestataire qui l'accompagne. Oui, et tu as dit autre chose là que je trouve très intéressant, c'est quand on choisit un outil, de passer du temps à voir à quel point il se connecte à d'autres. Parce que même si il existe des solutions pour le faire, comme Zapier par exemple, qui permet de connecter deux outils et de créer des automatisations a priori quand c'est pas natif dans les outils en question, mais je pense que c'est quand même super important parce que du coup une panoplie d'outils qui fonctionnent, c'est des outils interconnectés entre eux qui font gagner du temps et où il n'y a pas de doublon sur les fonctionnalités. Comme ce que tu disais tout à l'heure avec Notion et Asana. Le tout, c'est pas forcément de choisir le méga outil qui fait le meilleur truc. Par exemple, moi, je connais énormément de gens qui font leur to-do sur Notion. Personnellement, je n'y arrive pas. J'ai besoin que ce soit attribué à des gens. J'ai besoin d'une deadline. J'ai besoin qu'il y ait un fil de conversation associé à une tâche, qu'elle remonte, qu'elle soit classée sans que ça passe par moi qui crée une base de données personnalisée. Donc, du coup, à ce niveau-là, le niveau de personnalisation de Notion, au final, je l'ai trouvé handicapant et c'est pour ça que, tout comme toi, j'utilise Notion en featuring avec Asana. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Il y a pas, c'est ça, faut trouver son usage, quoi. Mais il faut le définir quand même. Oui, faut le définir et pour reprendre aussi les mots de Jessica sur l'automatisation, faut pas réparer un truc qui marche en fait. Si ça marche déjà très bien, c'est peut-être pas la peine d'ajouter de l'automatisation, de connecter des outils et tout, si au final c'est quelque chose qui à gérer est beaucoup plus chronophage. Ouais, c'est clair. Comment tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe? Pour moi, je pense que ça va dans le bon sens et que même si on observe un décalage par rapport, par exemple à Paris ou dans d'autres pays, je pense que c'est une évolution qui, notamment grâce, je pense, au digital et au fait qu'on ait accès à de la formation de qualité et à de l'information de qualité de partout. Tu vois, et notamment là via le podcast, sur des chaînes YouTube. Je pense qu'il y a énormément de contenu accessible et du coup ça permet justement de lutter un peu contre un certain isolement peut-être qui fait défaut aux Antilles et qui explique un peu ce décalage. Mais pour moi je pense que voilà, ça avance. En tout cas, je j'identifie pas à mon niveau de réelle barrière pour que ça se bloque, quoi. Ça c'est en train d'évoluer. C'est un peu, moi je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que c'est clairement le propre du digital, c'est d'être accessible à tous de n'importe où. Donc je te rejoins tout à fait sur le fait que il y a pas de raison. Donc ça va bien se passer. Exactement. Ok, merci Jade. Comme d'habitude, petit récap, enfin là pour le coup, un récap un peu long avant de se quitter. Donc, quand il s'agit d'inbound marketing, garde en tête qu'il faudra donner beaucoup de valeur avant de recevoir. Tout repose sur un réseau de contenu à forte valeur ajoutée pour attirer les prospects et les faire évoluer en clients. Pour te lancer, tu peux commencer par mettre en place une campagne avec 3 types de contenus. Un lead magnet, un article de blog, des publications sur les réseaux sociaux et des emails. Désolé, ça fait 4. L'automatisation et l'inbound marketing vont clairement ensemble. En mixant les deux, tu pourras améliorer l'expérience de tes prospects
et ou abonnés. L'inbound marketing est à la portée de toutes et tous. Pour partir sur de bonnes bases, passe du temps à penser la stratégie, notamment le parcours d'achat de tes clients, les personas, le client idéal et toutes les informations autour de ta cible. Tu peux compter sur des collectifs comme Empower pour t'aider à mettre en place l'inbound marketing de A à Z dans ton entreprise à partir de 5 000 € pour une campagne complète. Que tu choisisses de te lancer en solo ou avec un prestataire, il faudra accorder beaucoup de temps à l'analyse de tes campagnes et trouver ce qui correspond à ta cible. Donc ça demande une implication de ta part en fait. Quand c'est bien réalisé, l'inbound marketing est la garantie d'avoir des leads en continu. J'ai tout bon, Jade? Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast? En fait, j'ai rencontré il y a quelques mois Leïla, qui est entrepreneuse dans le customer care, et je trouve que c'est un sujet trop sous-coté, notamment pour les petites entreprises, alors que c'est un levier de croissance et de différenciation énorme. Donc du coup, je me dis que ce serait intéressant que tu puisses l'interviewer. D'accord, super. Comme d'hab, Leïla, si tu nous entends, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Jade, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis beaucoup présente sur LinkedIn, du coup avec mon nom complet, Jade Tonga. Sur Insta, Jade_EMPWR ou EMPWR Agency pour le compte du collectif, mais également sur mon site web empwr.io, et j'ai lancé à la rentrée un podcast pour mettre en lumière des personnes qui ont fait un choix de cœur dans leur parcours pro. Il s'appelle Pourquoi t'as fait ça? Il est trop bien. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et j'ai d'ailleurs le plaisir de t'interviewer très prochainement. Merci Jade. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta, @saucedigital au pluriel. Toutes les infos de contact et les outils techniques mentionnés dans cet épisode seront en description. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ou tu peux m'envoyer un DM avec 5 étoiles, ça marche aussi. On se retrouve bientôt pour plus d'interviews d'expertes et d'experts sur les nombreux métiers du digital. Bye!